on tenait à marquer quand même le fait qu'on demande le retrait de la circulaire Chatel, parce que nous, à un moment toutes égales, on s'est créé justement que pour ça, même si à la fin, Ouria devra lire la pétition que tout le collectif portera. Le deuxième point, c'est en fait rencontrer et insister auprès des associations de parents d'élèves, syndicats, enseignants, pour justement l'intérêt des enfants. Je rappelle juste que la FCPE devait participer, mais ensuite à la dernière minute il y a eu des soucis. Espérons que d'ici l'année prochaine on arrivera à instaurer en tout cas un dialogue avec cette association de parents d'élèves pour pouvoir justement porter cette lutte-là aussi. Le troisième point, c'est organiser une rencontre officielle. On a pensé à l'Assemblée nationale. Donc comme on a des élus ici, pour vraiment nous aider pour faire ça, l'année dernière on a pu le faire. Donc une rencontre officielle sur la charte de droits des enfants. Parce que nous, notre atelier était aussi, il y avait un focus sur les violences que subissent les enfants par rapport à l'exclusion de leur mère. Et finalement, on pensait qu'il n'y a que les enfants qui subissaient la violence. On savait que les parents aussi, oui. Mais on a eu par exemple 2 mères qui subissaient cette violence, et maintenant qu'elles sont dans des écoles où elles peuvent accompagner, eh ben, elles sont traumatisées, elles n'arrivent plus à accompagner. Et du coup, on est obligé de les envoyer vers le CCIF qui a justement un réseau de psychologues pour pouvoir justement essayer de gérer ces problèmes-là. Voilà nos 3 points. La première des choses, c'est qu'on demande l'abrogation de la loi du 15 mars 2004. On pense qu'il est important d'exiger que les droits des femmes soient respectés à l'intérieur des différentes communautés musulmanes. On a également évoqué l'idée de créer des pamphlets sur les pratiques culturelles dont les femmes sont victimes en intra, mais également de dénoncer les pratiques islamophobes. Il a été aussi souligné l'idée de créer une newsletter au niveau national entre les associations féministes et antiracistes. Aussi de sensibiliser donc via, je crois déjà l'objet d'une intervention, de sensibiliser via un package de formation les rapports entre hommes et femmes et la question de l'engagement des femmes en politique. Mais ça, c'est un projet associatif qui est en cours. Il y a un point sur lequel on a beaucoup insisté, qui est celui, pour les femmes musulmanes notamment, d'être là où on ne les attend pas. Et enfin, d'organiser donc le 8 mars prochain un événement commun entre les féministes musulmanes et les non-musulmanes, parce qu'on pense qu'il est important qu'il y ait justement qu'il n'y ait pas de scission entre les différents mouvements féministes. Et enfin, de se rassembler pour faire un éventuel travail de lobbying. On n'a pas forcément arrêté des choses, mais c'est posé la question stratégique. Comment il faut à la fois obtenir le retrait de la circulaire Chatel pour demander ensuite l'abrogation de la loi de 2004, avec une réflexion sur quelle est la priorité et où est-ce qu'on peut remporter des victoires le plus rapidement. La question a été posée et pas forcément résolue au sein de l'atelier. Ensuite, on s'est posé la question de quel registre employer. On était pas mal d'enseignants, il y avait la question de comment sensibiliser les collègues et refaire renaître le débat dans les salles de profs autour de cette question de la loi de 2004. Et on est arrivé dans un consensus sur le fait que le registre moral, il était de moins en moins efficace. En revanche, refaire de la question de la loi de 2004 une véritable question de politique éducative. Qui sont nos élèves? C'est quoi nos missions d'enseignants? C'est d'accueillir tous les élèves. Ça pouvait être un biais pour essayer de ramener à la raison pas mal de collègues et de personnel qui travaillent dans l'éducation nationale. De façon plus concrète, se sont développées 5 idées. D'une part, l'organisation de l'accompagnement scolaire de façon visible des élèves qui sont exclus du fait de la loi de 2004, comment on les accompagne en dehors de l'école et comment on montre cet engagement enseignant auprès de ces élèves. Deuxième chose, c'est établir du matériel militant et pédagogique à destination des enseignants qui montrent les contradictions de la loi et de son application et en quoi depuis 2004 c'est pas du tout une loi d'apaisement mais c'est au contraire une loi qui a accru les discriminations. Troisième chose, c'est essayer
essayer de s'investir dans la formation, qu'elle soit initiale dans les SP, c'est les anciennes IUFM qui forment les enseignants, et puis la formation continue, parce que c'est des lieux absolument essentiels. Quatrième chose, là c'était encore un petit peu plus vague, c'est comment on peut contribuer à ce que la parole des élèves qui sont racisés puisse à la fois émerger et puis être diffusée à l'école et à l'extérieur de l'école, parce qu'il y a un déni très fort des effets de cette loi. Donc comment on fait entendre, et comment, y compris en tant qu'enseignant, on aide à ce que cette parole soit entendue. Et la dernière proposition de l'atelier, c'était l'idée de journées d'action qui pouvaient être organisées par les élèves, par les parents d'élèves et par les enseignants. On imaginait des journées où l'ensemble des parents se présentent voilés à la porte de l'école, et en essayant voilà, de créer des moments forts qui remettent le débat au cœur des préoccupations. Merci. Donc on a eu beaucoup de débats, donc 4 constats pour 4 propositions. Premier constat, beaucoup d'intervenants ont souligné le fait que nous avons tous tendance à sous-estimer les dégâts de la situation, sous-estimer les effets concrets des discriminations vécues, de sous-estimer ce que ça signifie dans les trajectoires, et en soulignant qu'effectivement, en ouvrant les portes des hôpitaux psychiatriques, les portes des prisons, on se rendrait compte sans doute de la violence sociale massive que ça signifie et de l'urgence d'une mobilisation dans les forces politiques en général, de la prise en compte de la réalité, et que ça crée un besoin dans les quartiers populaires, qui est le besoin d'être un peu plus fier de soi, de se réapproprier son histoire, de se réapproprier les éléments de trajectoire et de lutte du passé, et donc un peu comme Steve Biko le faisait en Afrique du Sud, avec la conscience noire, d'avoir un espace dans lequel on travaille l'identité qu'on a sur nous-mêmes. Une proposition concrète, que sorte de cette journée une dynamique de mise en place d'une structure d'éducation populaire, capable d'aller dans les quartiers populaires pour diffuser, pour former, pour faire des films, pour permettre à nos jeunes dans les quartiers populaires de se regarder autrement et donc du coup de se positionner autrement dans la société. Second constat, la tendance massive dans ceux qui devraient être les plus proches de nous, la gauche et l'extrême gauche, les mouvements antiracistes, à sous-estimer, à ne pas prendre à la mesure de la réalité du peuple français tel qu'il est aujourd'hui. De ne pas prendre en compte la diversité culturelle de ce peuple, la diversité religieuse de ce peuple. Et donc un décalage entre le peuple rêvé et le peuple réel. Et ça, c'est suicidaire pour nous, pour eux. Et par conséquent, une des propositions, c'est de nous donner des outils, de produire des outils permettant de visibiliser d'une part le poids électoral, de relancer la campagne sur le droit de vote, et troisièmement, d'interpeller sur les verrous de la pensée que sont cette manière encore ancienne de penser les enfants de l'immigration comme étant des étrangers, c'est-à-dire de continuer à parler d'intégration au lieu de parler d'égalité. Troisième constat, troisième proposition, le fait de prendre en compte, d'arrêter de prendre en compte nos différents combats de manière parcellaire. On s'est mobilisé sur la loi sur le foulard. Aujourd'hui, celles qui ont vécu la loi sur le foulard sont confrontées au déni de droit dans l'accès à l'emploi, puisqu'on maintenant, on a des propositions de loi et on a des lois qui leur empêchent de prendre certains métiers. La question du travail est essentielle, parce qu'elle pose un autre niveau qualitativement supérieur d'exclusion, et donc de nous donner les moyens collectifs, et pas telle ou telle organisation, mais collectivement, d'interpeller les grandes organisations de gauche et les syndicats, bien entendu parce qu'on parle du travail, sur la question de la fermeture de l'emploi islamophobe qui tend à se développer dans nos sociétés. Et enfin, dernière dimension, au plus nous aurons ces interventions de visibilité, au plus nous participerons au débat politique en ne mettant pas de côté nos idées, au plus nous poserons les questions qui fâchent, parce qu'il faut poser les questions qui fâchent, au plus nous aurons de la répression comme nous l'avons vu cet été. Et que par conséquent, nous devons construire un réseau capable d'être en soutien des militants qui demain seront inévitablement poursuivis. Voilà. Si on veut combattre l'islamophobie de l'extrême droite, on ne peut pas le faire si on ne combat pas l'islamophobie dans la gauche et l'extrême gauche. Et du coup, ça pose la question de se battre dans ces partis-là, mais comme le disait très justement une personne, ils ne nous entendent pas. Et donc, il faut parler plus fort. Et parler plus fort, ça veut dire créer un rapport de force qui soit extérieur aux partis de gauche pour qu'ils soient forcés de prendre cette question en main.
Enfin, et donc aussi poser, recommander, la recommandation c'est qu'il y ait dans tous les partis de gauche et d'extrême gauche cette reconnaissance de la nécessité de l'auto-organisation des dominés, voilà. Et finalement, pour la lutte contre le Front National et l'extrême droite, etc., qu'il n'est pas possible d'envisager cette lutte si on ne lui dit pas la lutte contre l'islamophobie et le racisme en général, mais l'islamophobie. Que ça, c'est un des ciments qui cimentent toutes les partis d'extrême droite et populistes de toute l'Europe, sauf un, je bique, voilà. Donc en premier lieu, c'est renforcer les actions syndicales et les instances du personnel, en disant aux personnes qui sont discriminées à rentrer à se présenter et à rentrer dans les syndicats pour alterner la position des syndicats aujourd'hui qui, pour beaucoup, ignore l'islamophobie et la discrimination en général, même l'homophobie et les autres. C'est prendre l'initiative extérieure en faisant des séminaires et des rencontres sur l'islamophobie au travail. On publiera des publications pour pousser, pareil, les syndicats, les représentants et autres à s'engager réellement. Ensuite, c'est faire des formations avec l'Islam Laïcité, CCF ou le CRI ou d'autres organisations auprès de ces mêmes instances, instances représentatives comme le CHCT, les CE et les DP pour mieux combattre ces discriminations et aussi les syndicats. C'est permettre à un syndicat d'une entreprise ou un syndicat, une UL ou un UD à faire des formations. Et donc voilà. Ensuite, c'est créer un lieu de recours pour pallier au manque des syndicats. Comme par exemple le CCIF a des permanences pour dans le travail, essayer de manquer ce manque de structure qui manque aujourd'hui au syndicat, parce que pour une femme voilée qui va ou un bagagiste qui avec sa barbe va aller dans un syndicat pour le défendre, malheureusement ils vont le regarder avec un air ahuri ou un regard qui lui dit ta place n'est pas là, rentre chez toi, en deux mots. Et c'est pour permettre renforcer ces lieux-là. Donc voilà, et surtout dans l'atelier, ce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui montraient que trouver un travail, c'est dur, en tant que musulman ou musulmane, surtout musulmane, qui subit de discrimination sexiste et islamophobe. Merci bien. La question que je voudrais léguer est celle-là, déposée ici. C'est comment trouver le chemin commun, le chemin des causes communes, ce qui signifie affronter sans barguigner ce qui les verrouille à gauche. Les blocages ne sont pas ici, ne sont pas dans ceux qui disent non à l'islamophobie. Ils sont dans 3 verrous dans l'ensemble des familles de gauche. La question du religieux, la question des minorités, la question de la pluralité. La question du religieux, c'est tout simple. L'ensemble des formations de gauche, de façon dominante, d'autres évidemment à l'intérieur disent d'autres choses, mais la voix dominante des formations de gauche épouse ou ne combattent pas un laïcisme sectaire qui est la trahison de la laïcité originelle, qui refuse le respect des cultes dans leur diversité à égalité, et notamment des cultes minoritaires, qui ne comprend pas que dans l'acceptation du religieux, on doit se dire que peu importe ce que nous croyons séparément, et ce qui importe plus, c'est ce que nous faisons ensemble, c'est le sens d'un agenda démocratique et social, et que la religion, loin, comme on l'entend dire, d'être une affaire privée, n'est simplement une affaire personnelle. Dire que c'est une affaire privée, c'est appeler les compatriotes musulmans de croyances d'origine et de culture à s'effacer. Ce catho-laïcisme, comme dit Jean Bobéro, qui épouse l'effacement progressif dans l'espace public de la religion minoritaire, est un mensonge par rapport à la laïcité originelle qui, je le rappelle, autorise par exemple les processions religieuses comme n'importe quelle manifestation d'opinion. Deuxièmement, la question des minorités. La démocratie n'est pas la loi de la majorité, c'est tout simple. Les majorités sont conformistes, suivistes, conservatrices. La démocratie, c'est le souci des minorités et des minoritaires.
Il faut combattre les violences policières dans les quartiers populaires qui sont ordinaires, et il faut le rappeler au moment des violences policières aux États-Unis, et en même temps s'émouvoir et se rassembler tous ensemble, y compris avec des banderoles au nom de sa religion, sa croyance pour les musulmans, de les violences dont sont victimes des jeunes écologistes qui s'occupent de notre avenir commun. Cette question, encore une fois, des causes communes. Et le troisième point, la question de la pluralité. La France est une Amérique de l'Europe. La France doit être proclamée dans sa loi fondamentale comme une république, comme un pays multiculturel. Et nous devons mener ce combat contre ceux qui, tel un curé brandissant un crucifix face à Satan, disent « Ah, multiculturel, communautarisme, il faut rappeler la laïcité fixe et immobile. » Il nous faut aussi mener ce combat. J'en terminerai juste en disant que derrière cela, cette question des causes communes, il y a ce que nous ont légué, ceux qui ont fait lien de la Caraïbe à l'Algérie, ceux qui ont fait lien des luttes d'émancipation des Noirs et des luttes d'émancipation dans d'autres territoires comme le Maghreb ou comme l'Afrique ou comme l'Asie. Je pense profondément à Fanon, à Césaire et à Glissant. Et je pense à ce que disait Fanon dans Peau noire, masque blanc. Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle pas donnée pour édifier le monde du toit? Théoï. Et il disait, il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Si nous sommes progressistes, si nous sommes du côté de l'émancipation, nous sommes du côté du mouvement. Combattre l'islamophobie, c'est refuser d'être assigné, d'être fixé, d'être immobilisé, d'être enfermé dans une origine, dans une naissance, dans un statut social. Et c'est cette pédagogie-là qu'il faut faire à toute la société pour justement changer le rapport de force. Merci. Les musulmans sont plus souvent assignés et convoqués dans la presse comme coupables que comme victimes. Et il y a là un paradoxe, une contradiction majeure, parce que, évidemment, avec un minimum de bonne foi, on observe que c'est le racisme le plus massif, et de loin, au sein de notre société. Alors, c'est une interrogation. Pourquoi cette contradiction entre ce racisme le plus massif et ce piètre statut médiatique dans la presse? Mais passons sur ce qui constitue en effet le cœur de pensée et de discours d'une certaine droite, et d'une droite élargie à la gauche de gouvernement. Et venons à ce que Edoui a évoqué en partie, qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en effet ce qui nous intéresse, ceux dont on pourrait penser qu'ils devraient être les plus ardents dans le combat contre l'islamophobie, la vraie gauche. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais toujours pas comment l'appeler, la gauche de la gauche, on se comprend, et qui sont en effet handicapés, pour être gentils, pour être aimables même, par une pensée qui est toujours cette espèce de laïcisme abstrait, c'est ce mythe républicain qui nous renvoie en fait, en réalité, à la fois au XIXe siècle et à un combat qui est celui du colonialisme, tout simplement, c'est-à-dire l'idée qu'il faut civiliser et imposer un universel abstrait. Et Louis l'a dit, la peur d'un multiculturalisme qui affronte directement et qui est contradictoire dans l'imaginaire républicain avec les grands mythes de la laïcité et de la République. Mais est-ce que ce combat n'est pas tout simplement déjà un combat du passé? C'est-à-dire que, est-ce que le multiculturalisme est encore une doctrine qui s'opposerait à la laïcité, à la République, etc. Ou n'est-ce pas déjà un fait accompli? C'est-à-dire tout simplement la réalité de notre société aujourd'hui. Le refus de notre société de prendre acte de cette réalité au nom d'une peur qui est totalement abstraite et qui ne prend pas en compte l'évolution de l'histoire. La laïcité, c'est tout le contraire de ce qu'ils veulent nous faire croire. La laïcité, c'est une loi de tolérance, c'est une loi qui respecte les religions, c'est une loi qui sépare le politique et le religieux, qui sépare
qui empêche le religieux d'intervenir dans la sphère politique, qui devrait aussi empêcher le politique d'intervenir dans la sphère religieuse. C'est pour ça que les tentatives d'organisation du culte musulman par les autorités françaises sont un non-sens. À partir de 2004, effectivement, au nom d'un laïcisme ou d'un intégrisme laïque, une partie des gens de gauche ont perdu leur boussole, ont véritablement perdu leur boussole, et depuis, les choses dérivent. Moi, j'ai un peu de mal quand on vise dans un bloc les partis de gauche, les organisations antiracistes. Chacune ont leur histoire. Elles ne sont pas parties toutes des mêmes combats. Et il y a des façons d'appréhender les choses qui sont différentes selon les organisations. Et je crois que si on ne fait pas attention à ça, on se trompe dans la façon de rassembler, si l'objectif est bien de rassembler pour lutter contre l'islamophobie. Ismahan qui disait ça ce matin, il faut donner à voir ce qui avance. Et je crois que ça aussi c'est très important. Bien sûr, il y a des choses qui n'avancent pas. Mais je crois que de ce point de vue, le rapport de la CNCDH, qui a enfin posé un certain nombre de choses, est quelque chose d'important dont il faut savoir se saisir. Y compris parce que la CNCDH, c'est effectivement très majoritairement les grandes organisations antiracistes. Et donc ça veut dire qu'il y a eu un travail, il y a eu un travail de responsabilité collective et qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc il faut s'en saisir pour aller au-delà, et y compris pour combattre ailleurs. Lorsque l'on utilise le terme de la laïcité, qui depuis tout temps et de manière historique voulait et veut, je sais pas si ça marche toujours, voulait et veut que la laïcité soit plutôt une laïcité qui intègre, qui permette à chacun d'accéder au savoir, à l'éducation, au droit, on se retrouve maintenant devant une laïcité qui exclut. Ce racisme, cette islamophobie, elle vient de cette guerre coloniale qui n'a jamais cessé. Je veux dire, cette guerre coloniale qui, dans nos rues, le 17 octobre 61, je veux dire, a déjà massacré. Cette histoire coloniale qui, déjà même avant, je veux dire, à la fin de la guerre, 39-45, massacrait les Algériens qui revendiquaient, je veux dire, leur indépendance, massacrait également et a même exclu, lorsqu'on libérait Paris, exclu et blanchi les troupes de l'armée française pour venir défiler, dire aussi que nous ne serons plus et nous n'accepterons plus ni les injonctions, ni les, comment dire, les stigmatisations qui nous rendent responsables, parce que nous ne sommes pas responsables, au contraire. Nous ne sommes pas dans la concurrence des victimes, mais nous voulons être dans la reconnaissance. Et ça, c'est important de le rappeler. Les fantasmes qui ne sont pas assumés par ceux qui l'apportent. Le fantasme de l'invasion, ça a été dit. Moi, je viens d'une ville, Marseille, on a vu fleurir des affiches du Front National avec des minarets il y a quelques années de cela pour essayer de faire monter une sorte de peur et de fantasme et de haine. Et donc, on a bien vu que tous ces actes-là se sont perpétués à la suite, l'affaire du pain au chocolat de Jean-François Copé, etc. On a un certain nombre d'exemples en tête les uns et les autres dans l'actualité qui font qu'on voit bien qu'on a voulu faire grandir ce phénomène d'islamophobie. Et au passage, donc, instrumentaliser effectivement la religion, et elle a été instrumentalisée, je crois, de plusieurs façons. Elle a été instrumentalisée d'abord par ceux qui ont voulu attiser les haines dans notre pays, et elle a été aussi instrumentalisée, donc je parle de l'extrême droite et de la droite notamment, mais elle a été aussi instrumentalisée par un certain nombre disons, d'intégrisme qui ont espéré pouvoir se saisir de cette situation pour grandir eux aussi. Ils se structurent politiquement dans le pays, dans un affrontement politique donc entre, d'un côté, une sorte de populisme nationaliste qui est en train de grignoter un certain nombre de consciences, et puis, de l'autre côté, une sorte de fanatisme, et les deux sont les deux faces d'une même médaille en réalité qui se nourrissent entre eux. Moi je crois que nous sommes des êtres humains, les uns, les autres, ici, les unes aussi, d'influences multiples, d'influences variées. Nous sommes le produit d'une histoire sociale, d'une histoire familiale, le produit d'une époque, de notre époque, de nos époques. Et donc
On ne peut pas se laisser enfermer comme ça dans des cases derrière des étiquettes monocolores où on serait assigné à résidence. Je pense qu'il faut refuser cette vision des choses. On a vu aussi arriver un truc qui interdisait, une loi qui interdisait les prières de rue. Alors, sur d'autres terrains militants, par exemple sur la défense du droit à l'IVG, on a tenté, avec d'autres camarades, de faire appliquer cette loi en demandant que les commandos anti-IVG, Xavier Dor, etc., qui venaient faire des prières de rue pour tenter d'empêcher l'accès aux cliniques, et c'est marrant, on n'a pas réussi à la faire appliquer, cette loi, à aucun moment. Il y en a d'autres qui, pour rigoler, ont essayé de la faire appliquer à Lourdes, ça n'a pas marché non plus. Il y a juste sur la question du voile, je voulais raconter un truc. Il y a Nicolas Jounin, qui est avec un prof de sociologie à Paris 8, qui exerce dans le bâtiment juste à côté, qui vient de publier un bouquin qui s'appelle Voyage de classe, qui a emmené des étudiants de Paris 8, donc des étudiants qui composent le département de sociologie de cette fac, donc plutôt des gens issus de l'immigration, comme on dit, et il les a amenés dans le 8e arrondissement, c'est direct en métro, il y en a pour un peu moins d'une demi-heure, aller voir comment ça se passait dans les quartiers bourgeois. Le bouquin s'appelle Voyage de classe, c'est vachement intéressant, et un des trucs qu'il raconte, c'est que dans le 8e arrondissement, il y a beaucoup de femmes voilées, et qui sont excessivement bien reçues, excessivement bien accueillies. Bon, il se trouve que c'est généralement plutôt des femmes qataries ou saoudiennes qui disposent d'un pouvoir d'achat assez important, et la manière dont elles sont accueillies dans les commerces, on leur déroule le tapis rouge, etc. Et il y avait un certain nombre d'étudiantes de Paris 8, qui elles-mêmes portaient le voile, qui marquaient leur étonnement de voir cette différence de traitement, et qui en revenaient à penser cette question comme avant tout une question sociale. On a vu, Alima en parlait tout à l'heure, l'espèce d'injonction aux jeunes issus de l'immigration de s'excuser ou de dénoncer ou de prendre leur distance avec les crimes qui étaient commis un peu partout dans le monde, les exactions des djihadistes, et de se distancier officiellement, publiquement, de dire qu'il n'avait rien à voir avec les jeunes qui faisaient le djihad. C'était quand même une bizarre chose, parce qu'on parlait tout à l'heure des catholiques intégristes, mais moi, par exemple, on m'a jamais demandé, je dois avouer que ma grand-mère allait à l'église, moi, on m'a jamais demandé de venir m'excuser en public quand Christine Boutin faisait une déclaration homophobe ou quand il y avait la manif pour tous. Et je trouve que sur ces questions-là, on n'est pas tout à fait soumis aux mêmes pressions. L'organisation à laquelle j'appartiens dit clairement qu'il n'y a aucune, et dit clairement et fermement, qu'il n'y a aucune possibilité d'alliance avec le PS, la droite et l'extrême droite. Parce qu'on ne peut pas être issu de l'histoire coloniale, avoir mené les luttes que nos aînés ont menées. On ne peut pas être des enfants d'ouvriers, maghrébins, africains, et s'allier avec ceux-là même, qui ont encouragé la colonisation et qui ont exploité nos parents. Sadri Chiari, du Parti des indigènes de la République, dit cette phrase que je vous demande réellement de méditer. Parce que la gauche est notre partenaire privilégié, elle est notre adversaire premier. Je suis désolée de dire que dans nos parcours de lutte, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, on s'est surtout heurté à la gauche. Et on ne peut pas ne pas le souligner ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on a exclu le PS, la droite et l'extrême droite, qu'effectivement il faut envisager des alliances. Et c'est le but d'une réunion comme celle-ci, de comprendre qu'effectivement il faut envisager des alliances. Il se trouve que dans nos luttes, dans le concret, on a rencontré des fractions de la gauche. On les a rencontrés. Contre l'islamophobie, on a rencontré des minoritaires certes, mais c'était quand même la gauche. On n'a pas rencontré des gens de droite. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de la gauche de gauche des contradictions qu'on doit exploiter dans le sens positif. Eh bien je crois qu'un rassemblement comme celui-ci doit pouvoir prolonger cela. En tout cas encourager ce travail à l'intérieur des organisations dites de gauche, en tout cas à la gauche de la gauche. Nos luttes font les luttes antifascistes de demain. C'est nous, et j'en suis sûre, ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale, c'est nous qui sommes l'alternative politique. Nous sommes dans un processus qui doit respecter
l'autonomie et les orientations de ceux qui vivent le racisme d'État. On est là dans un front contre l'islamophobie, mais j'appelle également à un front contre le racisme anti-noir, qui est une plaie en France, et le racisme anti-rome. Alors je comprends que lorsqu'on est issu de l'histoire de l'immigration, quand on a vécu SOS Racisme, quand on a vécu les turpitudes du Parti Socialiste, effectivement on se sent, on ait peur, on a cet héritage, on a peur de la récupération. Qu'est-ce que c'est la récupération? Il y a une lutte légitime, celle des beurs des années 80 contre le racisme en France. Elle est récupérée pour un autre agenda. C'est-à-dire qu'il y a une population qui est sortie dans la rue pour dire non au racisme. Et là, on parlait bien pareil du racisme, des crimes policiers, n'est-ce pas? On parlait des crimes policiers. Et cette lutte a été détournée à d'autres fins. On est parti du racisme politique à de l'antiracisme abstrait. On a été, là, effectivement, il y a eu une récupération. On a détourné nos luttes. Cette réunion aujourd'hui, c'est le résultat de cette lutte politique. Donc elle est à mettre au crédit des organisations autonomes des immigrations, des musulmans, et elle est à mettre au crédit des courants de gauche, effectivement, qui ont mené la lutte. C'est grâce à nous tous, qu'on appelle les islamo-gauchistes, n'est-ce pas, que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes réunis sur un programme, une conception du racisme qui est celle qui a été formulée par les concernés eux-mêmes.